Bonjour Jake, bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession sportive de haut niveau. On est ravis de t'accueillir à Genève dans les locaux d'Ostéo 77, un endroit que tu connais bien puisque tu es patient du cabinet si je ne me trompe pas. Oui, c'est sûr, ouais. L'objectif de notre discussion, c'est d'offrir au public un aperçu de ton parcours de sportif de haut niveau et de comprendre comment est-ce que tu te prépares pour atteindre tes objectifs. Pendant 1 heure, on va passer au travers de ton parcours, découvrir comment est-ce que tu es devenu sportif, savoir comment est-ce que tu gères ta carrière et surtout comment est-ce que tu gères ta vie professionnelle en parallèle. Donc on va te présenter en quelques mots, corrige-moi si jamais je me trompe. Tu es un jeune homme de 29 ans, américain, qui a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse, qui est joueur, capitaine et membre du staff de l'équipe suisse d'Ultimate, champion de Suisse mixte et 3 fois second, et en parallèle consultant senior en communication et titulaire d'un bachelor en International and Global Studies. Oui, c'est ça. Parfait. Commençons par les prémices. D'où vient ta passion pour le sport ? Depuis toujours, j'avais une passion pour le sport. Mon père, il a été sportif, il fait encore du vélo, il a été triathlète quand il n'avait pas de problème de hanche. Mais ouais, j'ai toujours été impliqué dans le sport. J'ai commencé par le foot à 5 ans, j'ai commencé à skier à 2 ans. Et puis, ouais, ça a été toujours une grande partie de ma vie. Comment est-ce que tu as découvert l'Ultimate ? L'Ultimate, j'ai découvert pour la première fois en camp d'été. Et c'était quelque chose que, ouais, j'ai trouvé un peu rigolo, intéressant, sport niche qui changeait un peu des sports d'habitude. J'ai commencé sérieusement à jouer aux États-Unis à l'université en 2013. Et puis, ouais, j'ai été introduit plus d'une manière plus structurée à ça, avec des amis qui jouaient déjà. Et puis, ouais, ils m'ont amené aux entraînements, puis, ouais, c'était comme ça, direct. Remets-toi en position 2013. Qu'est-ce que ça représentait l'Ultimate aux États-Unis à ce moment-là, en termes de sport ? L'Ultimate, c'est un sport assez intéressant. Historiquement, ça a été un sport de hippie, un petit peu de... Ouais, c'est un truc de côté, tu lances des frisbees, les gens ils sont à pieds nus, ils courent partout, ils font un peu n'importe quoi. Mais ce n'est plus ça. C'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup pour son intensité et le focus et la maîtrisation du corps et des skills spécifiques qu'il faut. Mais ouais, en 2013, quand j'ai commencé, c'était un mixte entre les gens qui savaient ce que c'était et qui savaient ce que ça demandait, et les gens qui étaient un peu, ouais, c'est ça l'Ultimate, c'est le sport des pieds, et puis c'est que ça. Mais maintenant, ça a grandi, et ça continue à grandir dans le monde. Et ouais, c'est quelque chose qui est encore en train de changer la réputation du sport. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce sport pour ceux qui ne le connaissent pas ? Alors, l'Ultimate, ça se joue en 7 contre 7, soit en division femmes, soit en division hommes, soit en division mixte. En mixte, il y a une alternation entre les points de 3 filles et 4 filles et 3 mecs. Et puis l'objectif, c'est de marquer d'attraper le disque dans une end zone comme au rugby ou au foot américain. Mais le jeu ne s'arrête pas comme au foot américain. C'est un jeu continu, comme le foot, comme le rugby, où les changements de position se font assez fluidement. Donc c'est un sport non contact. Et le plus important, c'est que c'est un sport auto-arbitré. Il n'y a pas d'arbitre. Chaque joueur est responsable de savoir les règles, d'appeler les fautes, les infractions. Et puis, ouais, le sport, la fondation du sport, c'est la bonne volonté envers ton opposition. On fait pas d'assumption que l'opposition, ils sont en train de tricher. Le base, c'est que le fondamental, ça s'appelle le spirit of the game.
Et c'est basé sur du respect pour le jeu et pour ton opposition. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au plus haut niveau dans ce sport? Je pense que c'était une combinaison entre mon intérêt et puis mon envie de pousser plus loin et de vraiment maîtriser les skills dans le sport. Et mes amis, mes coéquipiers qui jouaient aussi à ce niveau. Et moi, je les voyais jouer à ce niveau et puis j'avais envie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours été fan du sport, j'ai toujours suivi les sports internationaux, les Coupes du Monde, basket, foot, ski, quoi que ce soit. Et puis, j'aime bien suivre les athlètes élites et puis moi, j'en voulais faire partie dans mon petit coin. Remets-toi dans cette situation en 2013. Qu'est-ce que tu avais imaginé pour ta carrière de sportif à cet âge-là? Là, j'avais pas du tout une image de carrière sportive. En 2013, j'avais même pas une idée que l'Ultimate ça se jouait en Suisse. C'était vraiment un truc que j'avais conceptualisé comme très américain. Et puis pour moi, c'était une manière d'encontrer des gens. Je venais de commencer l'université, alors on connaissait personne. Et puis je voulais juste faire des amis et m'amuser, et puis faire un petit peu de sport à côté. Alors à partir de quel moment est-ce que tu as envisagé de devenir un sportif de haut niveau en Ultimate? Après ma matriculation d'université, je suis rentré en Suisse pour ma carrière professionnelle à côté. Et puis j'ai commencé à jouer en club en Suisse et j'ai vu en fait le niveau qu'il fallait et puis qu'on pouvait atteindre. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à prendre sérieusement ce sport. Et puis en 2018, je suis participé aux championnats mondiaux de club en Ultimate avec l'équipe de Genève, les Wizards. Et c'était ma première expérience de championnat international, de jeu élite. Et puis ça m'a vraiment donné envie d'accéder à ce niveau plus élevé. Selon toi, quels sont les aspects de l'Ultimate qui rendent ce sport unique? C'est sûrement ce qu'on vient de parler, c'est l'aspect auto-arbitré. Et puis le fait que dans les règles, c'est explicitement écrit qu'on ne fait pas d'assumption de mauvaise foi dans l'opposition. Le fait que c'est intégré dans ces règles, dans l'esprit du jeu, pour moi, ça le rend différent. Parce que dans tous les sports, il y a cet aspect de respect qui est présent dans tous les athlètes, mais c'est pas explicitement inclus dans les règles. Et pour moi, c'est ça qui le rend différent. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta semaine type en termes d'entraînement sportif? Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de semaine type. J'ai quand même 2 ou 3 différentes semaines. Il y a des semaines de compète. Vu que l'Ultimate, c'est un sport amateur, on fait pas juste genre un match un jour. On fait des tournois au week-end. Ça veut dire qu'on joue 7 ou 8 matchs le week-end de 70 ou 90 minutes. Où c'est vraiment ça met une demande exceptionnelle sur le corps. Donc, si j'ai un tournoi, en général, c'est lundi salle de fitness ou entraînement d'équipe, mardi salle de fitness, mercredi entraînement d'équipe, jeudi salle de fitness ou repos, ça dépend comment les entraînements se sont passés, si j'ai une petite blessure, si j'ai quelque chose qui me gêne. Vendredi, c'est repos, voyage, location de tournoi. Et puis, samedi, dimanche, tournoi, compète. Cette semaine, pour exemple, on n'est pas encore en saison de compétition. Donc, c'est un peu différent, mais assez similaire parce que ce week-end, j'ai entraînement d'équipe nationale. Alors, ça veut dire que lundi, je me suis entraîné en salle de fitness. Mardi, je suis passé faire de la course à pied. Mercredi, j'avais entraînement de club.
hier, j'avais journée de repos. Aujourd'hui, j'ai entraînement de club ce soir et puis demain et dimanche, j'ai entraînement équipe nationale. Donc, il faut aussi savoir comment gérer ces semaines hyper lourdes. Et puis, semaine prochaine, je vais probablement faire une semaine beaucoup plus légère. Parce que faire 6 jours sur 7, c'est pas vraiment sain. Donc, la semaine prochaine, comme repos, lundi, je vais probablement rien faire parce que j'aurais fait 3 jours de suite. Mardi, je ferai un séance au salle de fitness plus léger. Mercredi, je ferai mon entraînement de club comme d'habitude. Jeudi, je ferai une séance au salle de fitness plus lourd, disons. Et puis, le week-end prochain, j'ai rien. Donc, je recommencerai mes séances salle de fitness de course à pied plus régulier à ce point-là. Comment est-ce que tu fais pour intégrer le reste de ta vie, et notamment ta vie professionnelle, au milieu de ce programme chargé? Disons, à côté de mon carrière sportive, j'ai aussi une carrière professionnelle comme consultant en communication. Et ça veut dire que je travaille à 100% avec mes collègues dans ma boîte. Donc, en général, je fais les entraînements le soir ou à midi. Et puis, j'essaye de trouver l'équilibre entre gérer mes responsabilités sportives. Pour le staff, en équipe, on fait souvent des meetings, des appels à midi ou dans le soir pour gérer décision de roster, planification des entraînements, des autres admins, disons. Il y a nos joueurs qui ont des questions ou des problèmes ou des blessures ou je sais pas quoi. Et puis j'essaye de vraiment de les séparer en fait, parce que si je suis trop focalisé sur l'ultimate dans ma journée, dans ma vie journalière, en fait, j'arrive pas à faire le boulot correctement. Et puis si je suis trop focalisé sur le boulot dans mes entraînements, dans mes séances de fitness, dans quoi que ce soit d'autre, j'arrive pas à atteindre une performance que je veux faire. Donc, c'est vraiment une question pour moi d'essayer de gérer les responsabilités dans le temps que j'ai mis pour chacun des tâches. En fait. Comment est-ce que ton employeur te permet justement de combiner cette carrière sportive et cette carrière professionnelle? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Mon employeur, mes collègues, ils sont très cool, ils comprennent en fait l'effort que je mets à côté. Et puis je travaille sur des projets qui sont assez stables, qui me laissent en fait gérer mon temps et puis alloquer le temps que j'en ai proprement. Ça me laisse planifier le temps en fait. C'est ça, je peux savoir en avance, ok, je vais pouvoir finir à cette heure-là pour pouvoir partir en train pour Berne pour m'entraîner. Et puis je sais aussi que je peux travailler, j'ai pas besoin d'être présent au bureau pour faire mon job. Donc je peux travailler quand je suis dans le train pour les entraînements, je peux travailler dans le train. J'ai le droit à faire 2 jours de home office par semaine. Et donc souvent, je fais ça sur les journées où j'ai de l'entraînement loin, à Berne. Comme ça, je peux mieux gérer mon temps et puis réussir à compléter les tâches que j'ai au job, au boulot, mais aussi être à l'heure pour l'entraînement, présent pour mes coéquipiers et tout ça. Quels sont les sacrifices que tu as dû entreprendre pour pouvoir justement combiner cette carrière sportive tout en assurant une carrière professionnelle? C'est clair que dans le consulting, les projets qui sont le plus stables sont souvent pas les projets qui vont te challenger, te pousser vers l'avant dans la carrière. Donc, en priorisant, disons, ma carrière sportive, j'ai sacrifié un petit peu de progression dans la carrière professionnelle parce que je travaille avec mon chef pour pouvoir gérer et équilibrer en fait les réussites sportives et aussi quand même pouvoir participer au boulot d'un mode productif et être quand même
membre de mon équipe professionnelle et un bon collègue, et puis de participer au vide boulot en fait. Donc il y a sûrement des sacrifices que j'ai dû consciemment faire, mais ça fait aussi partie d'être sportif amateur. Je peux pas tout avoir. Je peux pas faire la carrière énorme qui explose et aussi une carrière de sportif d'élite. Il faut quand même que je dors à côté. Et puis je peux pas tout faire. Tu parlais justement de statut amateur. Quelles sont les compensations qui te sont offertes par la fédération pour tes fonctions de joueur ou de membre du staff? Alors, pour compensation en fonction de joueur, il n'y a rien du tout. En fonction du staff, on reçoit quand même un petit peu, mais c'est vraiment... Moi, je ne fais pas ça pour être compensé. Et puis, j'attends pas que je sois payé pour les efforts. J'apprécie beaucoup ce que on reçoit de la part de l'association Swiss Ultimate. Mais c'est une association qui travaille avec des ressources très limitées. Et c'est vraiment une association de bénévolat. Donc, ça fonctionne au maximum avec la communauté suisse qui participe aux événements, à l'organisation et tout ça. En termes de compensation, il n'y a pas énormément financièrement, mais c'est un effort qui est très reconnu par la communauté. Et puis c'est très validant d'avoir cette reconnaissance, mais aussi l'appréciation de mes coéquipiers et des autres gens autour de Suisse qui savent ce que ça veut dire coacher une équipe et puis qui apprécient ce que ça veut dire apporter une équipe suisse aux championnats européens ou mondiaux. Et justement, quelles sont les sources de revenus ou de soutien que Swiss Ultimate a trouvées pour permettre à l'équipe suisse de participer aux plus grandes compétitions internationales? Alors ça, je ne sais pas trop. Je peux pas parler pour l'association. Je ne fais pas partie des comités des organisations de Swiss Ultimate. En termes de participer au championnat haut niveau, il y a une partie énorme qui est juste payée par les joueurs. Les billets d'avion, voyages, tout ça, au tournoi de préparation, au tournoi soi-même, c'est payé par les joueurs. Donc en termes de ressources qui sont mis à disposition pour nous, il y a beaucoup de gens qui sont salariés 100% comme moi dans la communauté. Donc pour eux, c'est, disons, plus simple à payer des frais. Et pour les gens qui sont étudiants, il y a des ressources qui sont disponibles. Mais je ne sais pas exactement comment ça s'est géré. Comment se déroule la préparation pour l'équipe avant une compétition de haut niveau comme un championnat d'Europe? Alors, on fait entraînement en équipe NATI une fois par mois. On fait un week-end dans l'entièreté. Donc, par exemple, ce week-end, on fera de samedi à midi jusqu'à dimanche à 16h. On fera presque tout en équipe. On aura entraînement l'après-midi, samedi. Ça composera des drills, des jeux, des discussions de stratégie. Ensuite, on a une soirée en équipe. Ça veut dire discussion de stratégie, revue de films, manger ensemble, faire des jeux un peu sociaux, créer des liens entre les coéquipiers. Et puis, dimanche de 10h jusqu'à 13h, disons, on fera de nouveau un entraînement sur le terrain. Jeux, drill, stratégie, tout ça compris. Après, on refera un peu de discussion, on mangera un poste de midi, puis on refera, pour finir, on fera un jeu pour finir la journée, le week-end. Et puis on fait ça c'est nos entraînements réguliers, disons. Et puis,
on aura aussi des tournois de compétition de préparation. On participera à 2 tournois minimum cette année avant les championnats du monde. Ça, c'est le tournoi Windmill à Amsterdam, qui est le plus grand tournoi en Europe d'Ultimate. Et puis un tournoi de préparation avec les équipes nationales qui aura lieu en Allemagne. Et puis l'équipe Nati alémanique, ils ont invité plusieurs équipes nationales de toute l'Europe. Italie, France, Angleterre, Autriche, Danemark, je pense aussi. Et puis, on aura un week-end d'entraînement / compétition entre nous pour nous préparer pour les championnats du monde. Tu nous disais tout à l'heure que vous aviez des moyens qui étaient réduits. Comment est constitué le staff d'une équipe nationale d'Ultimate pour ces compétitions? Alors, on a 2 coachs joueurs, dont moi et une autre. On a un head coach non-joueur, qui est une joueuse de Zurich. Et puis on aura un physio qui vient avec nous jusqu'en Australie, qui fait partie du staff. L'année passée, on a fait les championnats européens. Et puis on a eu les mauvaises nouvelles que nos coachs de l'année passée, on avait 2 coachs non-joueurs, ils ne pouvaient pas y accéder aux championnats mondiaux cette année en Australie, dû aux circonstances extérieures à Ultimate. Donc on a recherché septembre passé un nouveau coach, un non-joueur. Et puis depuis ce moment-là, on est une équipe à 3 dans le staff, avec le physio qui va nous joindre plus tard dans l'année. On va te mettre dans une situation concrète, Jake. Justement, au championnat d'Europe d'Ultimate à Limerick en Irlande en juillet 2023. Donc la Suisse affronte l'Autriche pour ce qui pourrait être son meilleur classement historique dans une compétition internationale. Elle va s'incliner 15-12 dans ce match. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait pour remobiliser l'équipe afin de poursuivre votre parcours et d'obtenir le meilleur résultat possible malgré tout? Ouais, ce match contre l'Autriche, c'était vraiment un match difficile pour nous, mais c'est aussi le meilleur match qu'on a joué dans le tournoi. Les 2 offenses des deux équipes, ils étaient presque parfaites. L'Autriche, ils nous ont vraiment pas donné d'opportunité de faire la défense et de marquer. Donc, ouais, c'était un match hyper serré, super physique et très difficile mentalement à récupérer. Mais la discussion qu'on avait après ce match, c'était que oui, on a perdu, mais on a quand même réussi à jouer un de nos meilleurs matchs de la saison, de l'année, probablement des derniers 3 ans. Et puis à ce moment-là, où on avait notre objectif c'était d'atteindre les top 10. Et c'était à ce match-là que c'était soit tenu, soit on ne le fait pas. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'équipes si tard dans la compétition qui ont ces objectifs qui sont atteignables dans les mains. Et nous, avec notre objectif, juste là, on a réussi à faire presque notre meilleur jeu. C'était aussi un peu un match de revanche parce que en premier match de compétition, l'Autriche nous a complètement défoncé, 15-3 ou 15-5, quelque chose comme ça, où on a vraiment mal joué ce match. Et pour nous, mentalement, de pouvoir revenir contre une équipe qu'on savait qu'ils étaient fortes, on savait qu'ils avaient des joueurs et des joueuses extrêmement capables. C'était ça notre message en fait, que ok, on a perdu, mais on a réussi à mentalement à être dans ce match, à être présent sur le terrain et pousser pour atteindre nos objectifs. Ouais, le match d'après contre la Finlande, on a perdu aussi. C'était aussi très serré, c'était aussi très difficile. Mais on s'est dit qu'on reste content d'avoir atteint le meilleur résultat d'équipe suisse compétition internationale. Et puis qu'on a réussi à pousser jusqu'au bout à la fin d'un tournoi d'une semaine de compétition super difficile.
Tu parlais tout à l'heure du staff de l'équipe de Suisse, donc avec ses coachs, avec ce physio. Et tu nous as dit aussi que que tu étais un patient d'ostéo 7-7. À quel moment est-ce que tu as intégré l'ostéopathie dans ta préparation? Et pourquoi? Je pense que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai intégré l'ostéopathie comme partie de traitement médical, de préparation, de management en fait de mon corps. Et c'était parce que j'avais beaucoup de petites blessures qui me gênaient, mais qui m'empêchaient pas de participer au sport. Et donc, travailler avec Laurent Lachaud à Ostéo 77, ça a été, et je suis venu vers lui en recommandation d'une coéquipier. Et puis, il m'aide à gérer mon corps, à pouvoir quand même réussir à atteindre un niveau élite, et puis à résoudre des problèmes que j'en ai avec les articulations, avec le dos, avec les hanches, je sais pas quoi. En 2021, j'ai fait les ligaments croisés dans mon genou gauche. Donc, c'était une longue période de récupération. Et puis, j'avais le physio que je faisais presque toutes les semaines. Mais aussi, après que j'ai fini avec cette période de transition, après que je suis retourné au terrain, si j'avais des soucis, je venais aussi à parler avec Laurent pour savoir comment trouver l'équilibre entre écouter le corps, le laisser récupérer, le laisser revenir plus fort qu'avant l'opération, mais aussi pouvoir quand même jouer à niveau élite. Quels sont les principaux avantages que tu as constatés en intégrant l'ostéopathie dans ton programme d'entraînement de récupération? Pour moi, c'est que ça m'aide à écouter mon corps de manière holistique, de manière complète. En fait, je sais si j'ai un souci, si j'ai des questions, si j'ai quelque chose qui me fait mal, qui me gêne, je peux venir parler. Donc, ça me rassure, en fait, ça me donne la rassurance que je peux pousser, que je peux vraiment faire l'effort maximum. Et puis, c'est aussi quelque chose où ça m'aide à trouver l'équilibre entre chercher de la force, chercher la pouvoir dans mes entraînements physiques, mais aussi savoir où il faut chercher la mobilité, la souplesse, l'équilibre dans les mouvements pour en fait renforcer le corps et pas juste faire des grands muscles. C'est cool, mais ça aide pas complètement à créer un athlète. Donc c'est vraiment important pour moi de trouver cet équilibre entre la force et le pouvoir et souplesse, mobilité, équilibre. Comment est-ce que tu collabores avec ton ostéopathe Laurent pour optimiser tes performances au maximum? Le plus important pour moi, c'est qu'à chaque fois que je viens et que je parle avec lui, c'est qu'il me demande c'est quoi que j'ai fait en avant de venir, c'est quoi mon programme dans la semaine qui vient, et puis il m'aide à gérer la récupération de blessures ou de petites douleurs ou de gênes que j'en ai. Il m'aide à trouver cet équilibre entre récupération et performance. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. Est-ce que tu le consultes uniquement au cabinet ou est-ce que l'ostéopathe il peut aussi venir te rendre visite sur le terrain ou sur une compétition? En général, je viens au cabinet. Je sais que si j'ai des soucis, je peux écrire à Laurent par email, mais c'est plutôt au cabinet que je viens. Hormis l'ostéopathie, quelles sont les autres stratégies de préparation et de récupération que tu as mis en place pour être au top niveau? Pour moi, c'est vraiment la préparation que je fais dans la salle de fitness qui est le plus important. C'est pas juste pour gagner de la performance sur le terrain, sauter plus haut, être plus physique, pouvoir courir plus vite, tout ça, c'est sûr, c'est important. Mais c'est aussi de créer un corps résilient, en fait, d'éviter les blessures.
Parce que un des trucs le plus important en tant qu'athlète, ce n'est pas juste d'être préparé mentalement, mais c'est de pouvoir jouer, en fait. Et si je suis sur l'équipe, mais j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes d'hanches, ou des problèmes d'épaule, je sais pas quoi, ça aide pas l'équipe. Ce qui aide l'équipe le plus, c'est que quand je suis sur le terrain, quand mes coéquipiers aussi sont sur le terrain, donc on fait beaucoup de préparation physique pour être plus fort, mais aussi pour renforcer, pour être plus résilient et pour éviter les blessures. Quelle est la différence entre l'ostéopathie et justement ces autres formes de thérapie que tu as essayé? Ce que j'apprécie beaucoup, ce que Laurent il fait, c'est que il m'aide à pas juste dire ouais, ok, tiens, on a résolu ton problème, mais il m'aide à trouver des solutions, de maintenir en fait cette résolution. Donc, si j'ai des problèmes de hanche ou d'épaule, il m'aide, traitement premièrement d'éviter la douleur, d'éliminer ça, mais aussi de trouver pourquoi est-ce que j'ai ça. Il me donne soit des exercices, soit de repositionnement de corps. J'avais des soucis de dos il y a 1 an et demi et c'était mon posture en fait qui était juste pas correcte et ça rendait plus difficile de récupérer. Donc il m'a aidé à corriger, à chercher où mettre mes épaules pour quand j'étais assis pendant la journée. Et puis comme ça, c'est pas juste ouais ok, t'as plus de douleur dans le dos pour 2 semaines, mais reviens dans 2 semaines. C'est vraiment un soutien de résoudre le problème plus de manière permanente. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux sportifs qui n'ont pas encore incorporé l'ostéopathie dans leur routine d'entraînement? Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer. J'ai des coéquipiers, pour eux, ils ont essayé, ça n'a pas marché. J'ai des coéquipiers, pour eux, ça a marché très très bien. Chacun d'entre nous, on a un corps différent. On a des réactions différentes, des traitements différents. Et puis, on s'entraîne de manière personnalisée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter des grands bénéfices. Pour moi, ça m'a aidé. Et puis, ouais, je les dirais de l'essayer. Et puis, de voir si ça marche pour eux dans leur préparation physique. On entend souvent les équipes sportives qui partent en compétition avec un physio. Mm-hmm. On entend plus rarement les équipes partir en compétition avec un ostéo. Quels avantages est-ce que tu verrais si vous partiez en Australie, j'ai cru comprendre, pour votre prochaine grande compétition, avec un ostéopathe dans l'équipe? Je pense que ça serait bénéfique parce que en termes de traitement, l'ostéopathie, ça encombre tout le corps et la connexion entre les muscles, le corps, la performance en fait. Donc pour moi, c'est ce traitement, pas juste ah ok, t'as mal ici, on va résoudre ça, mais comment est-ce qu'on évite ça au futur? Et c'est ça qui est important pour moi. On va parler à nouveau de l'Ultimate en tant que tel. Qu'est-ce qui te donne le sourire et la passion de l'Ultimate? Pour moi, c'est vraiment lancer les disques et le voir voler. C'est ça. Je pense que c'est un des trucs qui attire tous les joueurs d'Ultimate, c'est de voir le disque voler. Je pense que lancer un frisbee, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, ils le trouvent très simple. Ils se disent ah, moi je pourrais faire ça. Mais en fait, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'entraînement que moi j'ai mis dedans pour pouvoir faire ça, pouvoir maîtriser pas juste mon mouvement que je fais en lançant, mais le vol du disque, et mettre les angles, pouvoir contrôler en fait où je vise, le trajectoire du disque, comment est-ce que je veux que la personne qui attrape, est-ce que je veux que ça vienne de ce côté, et tous les autres petits détails, pour moi, c'est vraiment ça qui me donne du plaisir. Quelles sensations et quelles émotions est-ce que ça provoque quand tu vois ce disque voler, comme tu dis? Si je le fais bien, c'est vraiment beaucoup de joie, en fait. Ça m'apporte de joie, et c'est vraiment une des choses qui
qui me rend le plus heureux et qui me donne le plus de plaisir. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer également dans le staff des équipes ou d'être capitaine d'une équipe au-delà d'être joueur? On avait besoin, et puis j'avais de l'expérience, et puis notre coach pour les derniers 3 ans, le coach non-joueur, c'était quelqu'un avec qui j'ai travaillé en coaching avant, donc je l'y connaissais très très bien. Et puis moi je me suis dit que si moi je pouvais contribuer et participer comme ça pour aider l'équipe, j'allais le faire parce que je voulais pas juste laisser l'équipe fondre sans coaching, sans aide. Et puis ça pouvait pas fonctionner avec une personne toute seule. Donc on s'est mis, on était à 3 puis à 4 l'année passée. Maintenant on est à 3 cette année. Mais c'est vraiment, pour qu'une équipe comme ça fonctionne, ça ne peut pas juste tout tomber sur une seule personne. Si on regarde les coachs professionnels, ils ont tout un staff, ils ont des assistants, ils ont des gens qui sont responsables pour le video review, ils ont des gens qui sont responsables pour les entraînements, pour encadrer les entraînements physiques, pour encadrer les entraînements stratégiques, tout ça. Nous, on n'a pas ces ressources, mais on essaie quand même de distribuer un peu les tâches qu'on fait dans le staff pour qu'on puisse réussir à équilibrer en fait le boulot qu'on fait tous parce qu'on est tous professionnels à côté. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'on avait besoin et puis moi je pouvais le faire. De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière de sportif? Je pense que je reste le plus fier de gagner le championnat mixte suisse en 2019. J'étais le head coach de cette équipe et donc c'était moi qui prenais la plupart des décisions. On était 3 dans le staff de cette équipe, mais on travaillait ensemble, mais c'était moi qui prenais les décisions finales, disons, le plus de responsabilités. Moi, je ne peux pas dire c'est que à mon boulot qu'on a réussi à gagner. C'était vraiment un travail collaboratif entre le staff de coaching et les joueurs. On avait des joueurs très expérimentés où on demandait leurs avis sur stratégie, qu'on jouait, planification des matchs, des entraînements, si on avait besoin. Mais c'était la première fois que Fly Lausanne avait gagné en 2016. Et puis en 2017, on a fini 5e. Donc on n'a pas réussi. En 2018, on a fini 2e. Donc mais on a mal joué. Dans la finale, on y était presque, mais on n'a pas réussi. Et donc en 2019, cette victoire en championnat, c'était vraiment quelque chose où on a réussi à jouer notre jeu sur le terrain, mais on a réussi aussi à créer une équipe mentalement résiliente et forte. Et puis on a vraiment poussé, et puis c'est un des très cool, je suis plus fier. Est-ce que tu peux justement te remettre dans cette situation concrète en 2019? Comment, avant ce match de finale, en tant que head coach, tu as réussi à mobiliser les personnes pour pas vous retrouver comme dans la situation précédente et perdre cette finale? C'est intéressant parce qu'avant ce match, moi j'étais très nerveux. J'avais les mains qui tremblaient un petit peu parce que c'est un match de finale comme ça, c'est l'accumulation d'un boulot d'une année entière. Et puis de se trouver dans cette situation, c'est d'être justement juste avant la ligne d'arrivée, d'atteindre les objectifs, mais aussi sachant qu'il faut performer. C'est pas juste donner un match comme ça, il faut vraiment aller se battre. Et donc, ce qu'on a fait, on a discuté en tant que staff, avec aussi des joueurs non staff, mais expérimentés, qu'on considérait comme des joueurs où on avait besoin de leur input pour le match. On a créé ensemble une stratégie. On était très confiants dans notre stratégie, on y croyait vraiment. Donc, c'était ça notre message aussi à l'équipe. C'est que dans les quarts de finale, dans les demi-finales,
on a vraiment joué bien. On a vraiment réussi à battre l'opposition d'une manière assez confiante. En la demi-finale, si je ne me trompe pas, on jouait contre une équipe de Berne. Ils n'ont pas marqué un point le deuxième mi-temps du match. Peut-être je pense. Peu importe. En fait, c'était juste le message, c'était après ce match qu'on allait continuer à jouer comme ça, à chercher notre niveau le plus haut, et de vraiment pouvoir faire la confiance dans nous-mêmes et dans nos coéquipiers. Et c'était ça le message, un message d'équipe, et pas juste on va demander à lui de faire tout le match. C'était un travail d'équipe complète. Et tout à l'heure, je t'ai demandé ce dont tu étais le plus fier de ta carrière, mais j'ai aussi envie de te demander qu'est-ce qui était le plus difficile dans ta carrière d'athlète. C'est difficile à dire. Le plus dur. Justement, en 2021, j'ai fait les ligaments croisés et ça a été une longue période de récupération. Tout ça, c'était justement une grande opération pour n'importe qui comme athlète. Donc pour moi, ça c'est la plus grande blessure que j'ai vécue. En termes de performance personnelle, j'ai fait notamment dans la finale l'année passée en division homme, j'ai fait une erreur tout au début de match qui m'a impacté mentalement. Parce que c'est la finale, on veut vraiment, c'est objectif de saison, comme j'ai dit, et puis de faire une erreur comme ça tout au début, ça impacte le mental, et puis il faut vraiment se battre et puis lutter pour réussir à revenir dans le match mentalement, de rejouer, de pouvoir pousser vraiment pour oublier ça, parce que c'est chacun, si tu demandes aux athlètes élites, il y a beaucoup qui s'en souviennent des tout petites erreurs en fait dans n'importe quelle performance qui pouvait, peut-être ça n'a pas impacté, peut-être ça les a impactés énormément, mais moi je sais que je reste souvent mentalement sur ces erreurs et puis ça me prend un grand effort pour revenir dans mon match. Mais ça, je pense que c'est les deux moments plus difficiles. Il y a un côté, il y a blessure, il y a l'autre côté, c'est performance. Et si on te remet dans cette finale l'année dernière, juste après cette erreur, comment est-ce que tu as réagi et comment est-ce que tu as géré ce moment-là? Ma première réaction, c'était un peu « oh no, qu'est-ce que j'ai fait ?» mais ça, c'est juste la réaction initiale. Après, le reste du match, c'était une réaction de je ne veux pas laisser ça définir mon match. C'est difficile parce que dans un match comme ça, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup d'émotions. Donc, on veut vraiment atteindre top performance. Mais pour moi, d'atteindre une performance parfaite, c'est impossible tant qu'équipe. D'avoir 25 joueurs sur un roster qui font tous un jeu parfait, c'est l'objectif toujours, mais il faut être réaliste qu'on va pas atteindre ça. Ça, c'est le message que je donne à mes équipes quand je suis un coach ou capitaine. Et donc, c'est ça le message que je me suis donné à moi-même, de genre, j'ai fait ça, c'est dans le passé, il faut quand même rester dans le match, rester focus et faire mon job pour soutenir mes coéquipiers aussi. Quels sont les changements et les évolutions que tu as observés dans l'Ultimate depuis le début de ta carrière? La transition pour les joueurs plus jeunes, en fait. Avant, c'était beaucoup de gens qui ont commencé à 18, 19 ans à l'université. Et maintenant, il y a vraiment des jeunes qui commencent, soit qu'ils ont leurs parents qui ont joué, puis maintenant, eux, ils ont commencé à jouer, soit ils ont découvert à travers l'école. Donc, maintenant, on voit des juniors qui jouent depuis qu'ils ont 10, 12 ans. Et que, en fait, à 21, 22, ils ont déjà 10 ans d'expérience. Et moi, à 29,
À 28, j'avais 10 ans d'expérience. Donc, là, c'est mon 11e année en jouant à l'Ultimate. Mais pour quelqu'un qui a 22, qui joue déjà depuis 2 ans, qui a une compréhension du jeu complète et qui a un skill set varié, qui peut courir, sauter, lancer, plonger, jouer de la défense, tout ça, d'être un joueur complète, ça c'est vraiment le plus grand changement pour moi. C'est ces jeunes qui arrivent et qui vont certainement changer tout le jeu, parce que ça ne va plus être le cas que à 28 ans t'es en pic de ta carrière et puis tu peux jouer encore 10 ans. Ah non, parce que maintenant les gens qui sont plus vieux, disons pour les athlètes 35 ans, ils n'arrivent pas à rester avec les jeunes. Et c'est le même, on voit le même partout dans le sport, mais ouais, c'est ça le change le plus grand pour moi. Et si tu te projettes vers l'avenir, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Ultimate et quel rôle tu penses qu'il pourrait jouer dans le paysage du sport mondial? Moi, j'espère que l'Ultimate, ça continue à grandir. Moi, je pense que c'est mon jeu préféré à jouer, clairement, et donc c'est le sport que je pratique, c'est le sport que j'ai choisi. Mais ouais, je pense que ça va continuer à grandir, mais ça va... Moi, je pense pas que ça va devenir un sport mainstream, disons. Il y a une envie de pousser l'Ultimate vers les Jeux Olympiques, mais c'est très difficile de faire rentrer des sports d'équipe aux JO. C'est plutôt des sports individuels ou en duo qui rentrent. Je pense que si ça c'est l'objectif et puis que c'est atteint, c'est top, parce qu'il y aura une explosion de gens qui vont regarder ça, qui vont découvrir ça, qui vont être intéressés, et ça donne beaucoup de légitimité au sport. Je ne veux pas que le sport d'Ultimate ça perd cette identité de l'esprit du jeu, de respect pour l'un des autres. Et puis je vois aussi que dans beaucoup de sports qui sont plus populaires, pour atteindre à ce niveau de popularité ou ce niveau de professionnalisme, il faut changer les règles ou changer le sport ou adapter. Le plus grand point fort de l'Ultimate, c'est en fait la communauté des gens qui sont impliqués. La communauté suisse, elle est petite, mais super cool, super chouette. Et puis on a une identité qui est assez importante pour moi, pour le sport. Mais ce n'est pas juste en Suisse, l'entièreté de la communauté européenne, on a tous la même amour pour ce sport, la même envie que ça a grandi, mais aussi cet esprit, cette identité commune qui est, c'est ça que je ne veux pas perdre en fait. Comment est-ce que tu envisages la suite de ta carrière d'athlète? C'est difficile à dire pour moi, mais je pense que cette année, ça va probablement être ma dernière année en équipe suisse. J'y étais depuis 2019 et ça a été un des plus grands honneurs de ma carrière de pouvoir être dans cette équipe, de pouvoir performer au championnat européen, d'avoir l'opportunité d'y aller au championnat du monde. C'est aussi une demande extraordinaire sur mon temps, sur mon effort, de manière physique, de manière mentale. Personnellement, je pense que ça va être probablement ma dernière année, mais je vais certainement continuer à jouer en club jusqu'à je ne peux plus. Tu parlais tout à l'heure d'une compétition en Australie à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, l'équipe suisse va participer au championnat du monde en Australie en septembre de cette année, 2024. Et puis, on va y aller en espérant pouvoir atteindre de nouveau performance record, disons, meilleure de performance de Suisse. On a une roster de 24 joueurs en division mixte, dont 12 hommes, 12 femmes. Et puis, je pense, on a un roster avec beaucoup de potentiel. On a beaucoup de joueurs qui ont l'expérience en compétition internationale,
qu'ils ont l'expérience au niveau club, au niveau national. Et je pense qu'on peut vraiment y pousser. Mais ça va être très difficile. Vu que c'est en Australie, il y a un nombre d'équipes plus petits qui viendront cette année. Parce que le coût financier, c'est grand. Et donc, ça veut dire que la compétition va être très élite et très difficile pour nous. On va certainement être regardé comme un pays qui va pas être en compétition pour une médaille, ça c'est sûr. Mais pour moi, tant que coach et joueur sur cette équipe, il faut que j'y croie dans mon équipe. Et moi, j'y crois. Ce serait quoi alors le rêve ultime avant que tu termines ta carrière d'athlète? Le rêve ultime, ce serait de gagner une médaille au championnat du monde, tout ça. Mais réalistiquement, ça, ce n'est pas atteignable pour moi. Pour moi, je pense que le rêve ultime, ça serait de gagner une médaille avec mon club au niveau européen. C'est quelque chose qui a été fait en 2017 à Flying Angels à Berne. Ils ont gagné la 3e place en championnat de club européen. L'année passée, on a fini 16e à 15e au championnat européen de club. Donc, moi, j'espère que dans les prochaines années, on peut vraiment pousser et grandir notre expérience et vraiment atteindre un médaille. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune garçon ou une jeune fille qui veut devenir joueur d'élite en Ultimate? Le skill le plus important en Ultimate, c'est la maîtrise du disque et des lancers. Parce que c'est là où on a le plus de pression mentale, le plus de focalisation sur toi et de pouvoir exécuter de variantes différentes de lancers. C'est un skill qui est super important, peu importe ton niveau de physicalité, peu importe ton niveau de jeu, amateur, semi-pro, élite, compète internationale, compète avec le club national. Savoir lancer, c'est le skill le plus important. Après, il y a tout qui peut venir autour, la physique, compréhension du jeu, tout ça. Mais lancer, c'est vraiment la base. Quel est le sportif qui t'inspire le plus, Jake? Pour moi, c'est LeBron James au NBA. C'est un joueur qu'on a vu depuis 2004 atteindre le niveau le plus haut de son sport. Et puis pour 20 ans en plus, il a réussi à être un des meilleurs dans son sport du monde. Et ce n'est pas un sportif. Le basket, c'est populaire partout, c'est connu partout. Quand j'étais plus petit, je jouais au basket. Et c'était au moment où lui, il était au plus haut niveau de sa carrière. Mais je suivais tout. Donc pour moi, le niveau qu'il a accédé, c'est un rêve. Je vais te laisser réfléchir quelques secondes. Si tu pouvais poser une question à LeBron James, et tu peux lui poser en anglais, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Pour moi, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'il fait pour maintenir son corps. Parce que il n'a pas vécu de grandes blessures dans sa carrière. Le mec, il performe tous les matchs. Tout le temps, il est là. Bien sûr, il y a des moments où il est moins bien, ou plus fort, ou quoi que ce soit. Mais le temps qu'il a réussi à rester à niveau élite de son sport, c'est une question de préparation physique et de mental. Et donc, ouais, ça serait ça mon question de comment est-ce que lui, il maintient ce niveau. Et puis, comment est-ce que lui, il maintient ce niveau mental aussi. On va arriver au bout de cette interview, Jake. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu aimerais nous dire? Non, je conseillerais à tout le monde qui regarde ça de regarder son club local de teammate en Suisse. Je conseillerais aux gens de venir regarder les championnats suisses de teammate en mixte, en féminin, en open. Pour moi, c'est un sport à découvrir. C'est un sport qui me fait énormément plaisir. Et puis, ouais, j'aimerais bien que tout le monde pourrait participer et puis
accéder à ce sport. Merci beaucoup, Jack. Ça me fait un beaucoup. plaisir d'échanger avec toi. Merci.